C'est quand tu es clair en amont, au moment où tu dis: «Bah, moi, je suis partant. Je suis partant et moi, ce que je vous propose comme contrat, c'est ça». Alors, je te dis pas que tu as carte blanche, bien entendu, tu rends des comptes et c'est normal, mais tu es quand même, tu te sens fort et tu te sens soutenu et ça, pour moi, c'était important aussi, hein, dans mon processus de recrutement. Mon boss, je pense qu'il a bien compris ce que je lui proposais comme projet. À tout moment, par la suite, il m'a soutenu. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'ERSAS, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis, qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi? Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG? Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité? Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile? Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche? Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bon, bonjour à tous, je suis ravi de commencer ce podcast avec Frédéric May, qui est le CIO du groupe Omserve France-Belgique. Salut Frédéric. Salut Bertrand, bonjour à tous. Bon, Frédéric, on va parler d'agilité avec toi, puisqu'on est dans le cadre de cette saison. Et avant de rentrer dans un peu ce qui est quand même le cœur de cet épisode-là, qui va être un peu le pacte avec la direction générale que tu as réussi à faire avant même de prendre ton poste et l'incidence que ça a eu, j'aimerais que pour nos auditeurs que tu présentes un petit peu, ben voilà, qui t'es, d'où tu viens, mais aussi ce que fait Omserve, comme ça ils auront une vision un peu plus précise de qui parle à ce micro. Du contexte entendu, avec plaisir. Bonjour à tous, donc je m'appelle Frédéric May, je suis en effet en charge de la transformation de l'organisation et de l'IT pour le compte de HomeServe en France et en Belgique. HomeServe, c'est quoi? HomeServe, c'est une société qui délivre un certain nombre de services pour chacun d'entre vous si vous souhaitez sécuriser votre domicile. Voilà. Si vous voulez éviter d'avoir des sinistres sur votre plomberie, sur votre électricité, de vous retrouver dans des situations embarrassantes et finalement d'avoir une expérience de vie dégradée chez vous, eh ben vous nous contactez et on a tout un tas de produits à votre disposition, des produits d'assurance, des produits d'assistance, des Ok. produits de travaux, des produits d'amélioration de votre domicile, que ce soit d'ailleurs pour vos énergies ou pour votre sobriété énergétique. On est là, on est au rendez-vous. On a plus d'1 200 000 clients en France. Ok. N'hésitez pas à me contacter personnellement et je vous ferai d'ailleurs un bon prix, vous verrez. Vous ne regretterez pas de devenir client chez HomeServe parce que de toute façon, le sens du client chez nous, ça fait partie de nos valeurs cardinales. Voilà. Ok. Et du coup, c'est combien de salariés en France? Alors, en France, on est aujourd'hui près de 1000 salariés. Ouais, quand même. Voilà, principalement d'ailleurs répartis sur notre siège qui est basé à Lyon, mais de plus en plus sur tout le territoire dans la mesure où on est en train de développer un métier qui nous amène à racheter des entreprises de chauffage, de climatisation et de maintenance de chaudières et d'équipements énergétiques partout en France. Ok. Et du coup, toi, ton parcours, bah, ça fait combien de temps que tu es chez HomeServe et ton parcours avant, c'est Alors quoi? moi j'ai rejoint Observe il y a environ 5 ans. Ok. Et pour ce qui est de mon background, j'ai commencé dans le conseil. Et puis assez rapidement, je me suis retrouvé à la tête de direction informatique, de direction digitale, de direction d'organisation, ou plus récemment de direction de la transformation digitale. Ok. Très clair. Bon. Et donc, du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, il y a 5 ans, on est venu te chasser parce que tu étais sur le marché, on va dire, hein. Et donc, du coup, tu as commencé à rencontrer les équipes en place d'Omserve, notamment la direction, j'imagine. Et tu m'as raconté que tu as eu un peu un pacte avec eux sur la façon d'après de travailler. Donc, c'est-à-dire le cadre de Mmh. travail que tu voulais, Mmh. euh, voilà, que tu vas nous expliquer. Ouais. Et ça fait partie de la discussion de départ. Et Mmh. c'était un point hyper important pour toi. Ouais. Alors, d'abord peut-être avant ça, la raison pour laquelle je pense à l'époque comme ça m'a approché, c'est justement qu'ils cherchaient un profil qui, si j'ose le dire comme ça, leur permettait d'avoir un patron de l'IT et du digital qui allait être full stack. Ok. C'est-à-dire euh, capable, bien entendu, de faire de la technologie un moteur du développement d'entreprise euh, à des fins de gestion. Hein. On est quand même une entreprise assurantielle, donc on a des sujets de conformité et d'efficience qui sont extrêmement importants, mais aussi à des fins de réinvention pratiquement de nos métiers, puisque historiquement, on est une entreprise
dont le modèle économique, c'est plutôt du B2B, avec quand même l'ambition de se développer de plus en plus directement auprès de nos clients, d'accord? Donc, de tendre vers du B2C, ce qui évidemment donne envie de se positionner un peu plus sur des chaînes de valeur très digitales. bien sûr. Euh, donc, il cherchait quelqu'un qui était effectivement capable de comprendre l'informatique de gestion, de se projeter sur une transfo digitale, euh, mais aussi d'aider l'entreprise à se réinventer de l'intérieur en termes de méthode de travail, de pratique, de valeurs, de tout un tas de choses. Attends, et ça, pourquoi? Parce que si tu veux, moi, j'ai aucune direction générale qui dit ouais, à part s'ils ont été un peu brainwashés, on va dire, au cabinet de conseil qui leur ont vendu Mm. que l'agilité ou n'importe quelle autre méthode, de toute façon, enfin, que tout concept allait sauver leur boîte. Hein. Mm. Ils recherchaient vraiment quelqu'un qui allait challenger leur façon de faire. Et si oui, pourquoi, tu vois? Qu'est-ce qui fait que vraiment ils y apportaient une importance? Je pense que mon boss avait très bien conscientisé le fait que cette belle entreprise euh, était arrivée à un niveau de maturité très élevé, mais comme toutes les entreprises très matures, s'était installée un peu dans une zone de confort. Et que finalement, si tu veux, pour changer de braquet, aller te développer en particulier sur du B2C, aller réinventer des nouveaux produits, aller fidéliser ton client et l'engager plus encore dans une relation qui, et pour le client d'ailleurs, et pour l'entreprise, allait générer encore plus de valeur, il fallait changer quelque chose. Et donc, il fallait quitter cette zone de confort et s'autoriser en effet, effectivement, à travailler peut-être un peu différemment, à raisonner un peu plus client et peut-être un tout petit peu moins produit. euh, et de ce point de vue-là, sans être très spécifique sur ses attentes, celui qui allait devenir mon futur patron était très clair sur le fait qu'effectivement, il fallait, oui, voilà, s'autoriser à faire rentrer un profil différent qui allait l'aider à transformer l'entreprise à l'intérieur. Je crois que tu m'avais dit aussi qu'il y a eu un élément déclencheur qui a été quand même un très gros projet Mmh, qui a été en très grosse difficulté mmh, et que donc du coup il y avait eu que ça avait permis avant que tu arrives du coup une remise en question de mmh. la façon dont ce projet avait été géré et que du coup il y avait une question de plutôt de modèle organisationnel que juste de gestion de projet. Ouais, absolument, ça c'est fondamental parce que bien souvent, il y a des convictions qui sont plus ou moins marquées, mais il y a surtout l'envie de ne pas faire comme celui qui a raté. D'accord. Et donc, pour des raisons offensives qui étaient que mon patron, mon futur patron, avait compris que pour se développer, il fallait peut-être voir les choses un peu différemment, mais aussi des raisons défensives qui étaient qu'effectivement, il y avait eu dans l'entreprise le précédent d'un énorme projet de refonte du CRM qui avait été une catastrophe industrielle, qui avait coûté beaucoup d'argent pour finalement ne pas être délivré. Euh, pour ces deux raisons-là, euh, voilà, mon boss était conscient que la façon traditionnelle de mener des transformations avec un début, un scénario, un milieu, une fin, des choses très prévues d'avance, euh, des équipes qui se passent le relais du début à la fin, des donneurs d'ordre, des exécutants, euh, c'était pas le modèle qui allait nous permettre de nous transformer. Faut pas se tromper sur une chose. Notre cœur de métier, c'est la relation client. Voilà, chez Observe, euh, Mhm. on vend des polices d'assurance, des contrats d'assistance et des interventions dans les domiciles des gens. Avant tout, on fait de la relation client, hein. Que ce soit de l'acquisition, que ce soit de la gestion de compte ou que ce soit du service après-vente, on fait de la relation client. Dans ces métiers-là, euh, les métiers donc du CRM, l'outillage est essentiel. Il faut que tu connaisses ton client, il faut que tu sois capable d'être réactif. Quand le client t'appelle, c'est très peu souvent finalement. Quand il t'appelle, tu as intérêt à être là et de manière extrêmement accueillante, bienveillante et à répondre à la sollicitation du client, hein. Le client, il paye pour un service. Mhm. Si la seule fois dans sa vie où il te contacte et que tu n'es pas au rendez-vous, évidemment que ça pose un problème. Bon. Donc il faut qu'on soit non seulement très bien processé, mais aussi extrêmement bien outillé, extrêmement capable de mettre finalement le client au cœur de l'ensemble de nos processus d'entreprise. Euh, c'est dans ce contexte-là, si tu veux, que l'échec qui avait été celui de nos confrères anglais sur le projet de refonte d'un CRM utilisant une bonne vieille méthodologie traditionnelle en waterfall avec des donneurs d'ordre, des gens qui après, avec l'aide de consultants, allaient exécuter une transformation qui était prétendument scénarisée d'avance, euh, avec des millions et des millions de pounds dépensés à la clé pour finalement ne pas converger, avait été un peu un traumatisme pour l'ensemble de l'entreprise, hein. Et Ok. donc, en effet, l'émanation française, dirigée par mon boss, avait ça en tête. Et très vite, effectivement, lorsqu'ils sont venus me chercher, c'était l'une des raisons. Ils se sont dit, bon, bah voilà, il y a peut-être là un type
qui sait mener les projets différemment et qui va nous expliquer notre façon de voir la chose. OK. Et du coup, donc il y avait eu, voilà, cette prise de conscience, assez proche, donc du coup de OK, donc on a quand même un enjeu d'orga. Mmh. Donc il te rencontre à toi Mmh. qui représente la partie tech, mais aussi la partie orga. Donc il disait: «Bon, sur cette partie bingo». Mmh. Mais toi, tu vas quand même plus loin puisque tu définis les points clés qu'il Mmh. faut que tu pourras, transformer et qui sont pas négociables si tu veux rentrer parce que tu considères que sans ça, la mission, tu vas au casse-pied. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton Ouais, état d'esprit par rapport à ça? Parce ouais, que ouais. Alors, tu as un entretien de recrutement, en général, tu manies un petit peu, tu vois, le bâton et la carotte, c'est-à-dire, mmh. c'est quoi, priorité number one, OK, bon, la mission, deuxième, ton salaire, et après, le budget de la DSI, c'est un peu les trois, les trois, les trois périmètres du recrutement. Ouais, alors si tu veux, moi, je National. je 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 prends la chose de façon, peut-être un peu différente. À cette époque-là, ce que je me dis plutôt, c'est bon, alors d'abord, je suis en poste et pas particulièrement en recherche, d'un nouveau job. Hem, En revanche, j'ai bien aimé mes premières rencontres avec mon futur boss, et j'ai trouvé l'entreprise, séduisante sur plein d'aspects. Hem, Ce que je me dis finalement, c'est que ça peut être une belle rencontre. Et OK. par définition, une rencontre, c'est, la rencontre entre, des gens et puis, des projets qui convergent. Moi, ma conviction forte depuis quelques années maintenant, c'est qu'en effet, les grands projets de transfo, ça se mène dans un framework agile, avec des valeurs d'agilité. C'est un effort conjoint entre des gens, qui sont des gens du métier et des populations, technologiques. Hem, c'est une capacité à se projeter sur une vision, et en même temps à lâcher prise sur le chemin. C'est, une espèce de, voilà, d'ambition commune finalement, de générer, le plus de valeur possible, le plus vite possible, heu, sans forcément s'intéresser plus que ça au processus de transformation lui-même, qui reste à écrire complètement. Bon, et donc fort de cette conviction, qui est devenue d'ailleurs, de mon point de vue, hein, quelque chose d'essentiel dans la façon dont moi je vois les transformations d'entreprise, il n'était pas question pour moi, si tu veux, d'être dans un rôle de séduction, plus que ça. Hem, Dit autrement, très, très vite, moi j'ai expliqué que ma façon de voir le projet d'entreprise, ce serait dans ce cadre-là. Et que si on venait me chercher, c'était pour ça en réalité. Et qu'à l'inverse, si ça n'était pas OK, bah, c'était juste que c'était pas moi et que c'était pas grave. Bon, bah, quand tu prends la chose comme ça devient facile parce que la discussion, elle est, hyper constructive, elle est très libre et presque, c'est ce que tu décrivais d'ailleurs en intro, elle devient engageante pour les 2 parties sous forme d'un espèce de pacte moral. C'est-à-dire, en effet, à partir du moment où le processus, on a avancé, où on allait au bout, bah, c'est vrai que quand je suis arrivé et que j'ai expliqué que j'allais faire ce que j'avais dit lorsqu'on s'est rencontrés en entretien, personne n'était surpris. Tout le monde avait déjà à peu près compris les contours des enjeux qui étaient associés à cette façon de voir la transformation d'entreprise. Je me suis retrouvé dans une situation d'ultra légitimité, tu vois. Bien sûr. Et du coup, tu peux nous préciser un petit peu donc dans ce côté PAC, c'est quoi les contours? Le contour, j'imagine, RH, le Mmh, contour, parce que tu touches à des choses qui sont très sensibles, mmh, qui sont exprimées ou non exprimées, hein, mmh, c'est-à-dire la question du périmètre du pouvoir, la mmh, question des budgets, mmh, la question de la priorisation des choix. Bon, c'est des choses qui sont quand même assez ancrées dans la culture de la société. Enfin, je connais pas Observe particulièrement, mais globalement, des fois, il y a des boîtes qui ont aucun projet, c'est un peu que à l'arrache en continu, mais mmh. ça fait 15 ans que c'est comme ça et quand il faut changer parce qu'il y a eu des échecs, c'est quand même compliqué d'expliquer aux gens que maintenant toutes les sollicitations ne sont pas toutes prises au même niveau, tout en même temps. Quand il y a la culture gros projet sur 18 mois et que on doit dire ben, en fait non, mais non, on va être beaucoup plus proches ensemble parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, ça va au casse-pipe et que du coup on doit mieux collaborer. Enfin, ça touche à matin, moi, mes mecs du métier, ils ont pas assez de temps. Mmh. On nous donne pas de budget pour recruter plus. Donc, en fait, moi, j'ai des indicateurs d'opération, que ce soit de la vente ou autre, et du coup, je peux pas te libérer plus de temps. Enfin, des choses qui sont pas faciles non plus. Mmh. Et donc, toi, tu arrives dans ce cadre-là, mais du coup, comment tu as défini un petit peu les points qu'il fallait structurels, en fait? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement tout part de là. D'abord la première chose que j'ai faite, évidemment, en arrivant, c'est, heu, en m'immergeant, si tu veux, dans la vie d'entreprise, c'était de comprendre là où seraient les plus gros écarts et quelque part là où seraient les plus gros traumatismes pour tendre vers un modèle agile. Bon, HomeServe historiquement, c'est une boîte qui est très command and control et c'est une boîte L'assurance.
une mode C'est assurance, peut-être voilà, aussi, tu vois? C'est aussi peut-être bien sûr. normal parce que c'est le métier. C'est pas une critique d'ailleurs, c'est juste une Ouais. photo, voilà. C'est une boîte qui est très commande et contrôle. C'est une société, qui a la culture de l'excellence, mais au sens, hem, noble du terme quand il s'agit de nos clients, au sens complexité des choses, quand il s'agit de mettre en œuvre des projets. Ça veut dire qu'effectivement, tout était fait sur des solutions spécifiques, aux petits oignons. Je parlais de maturité, les processus métiers de l'entreprise étaient tellement matures qu'on en était dans l'amélioration du POUIEM, de l'epsilon, qui bien entendu, hein, génère de la valeur. Mais si on avait eu une approche un peu plus héroïste, et si on s'était posé la question à ce moment-là, hein, de la valeur générée par le niveau d'investissement associé à l'implémentation de ces évolutions, on aurait probablement pu se dire que c'était moyennement rentable. Bon. Euh, donc très commande et contrôle, très recherche de l'excellence, parfois même d'ailleurs sans se poser la question de la véritable valeur induite par l'incrément d'investissement. Euh, et puis pas très habitué au travail main dans la main entre populations qui étaient très silotées. Les gens des métiers donnent des ordres, en l'occurrence les équipes informatiques délivrent. Bon, bah, pas très étonnamment, c'est principalement sur ces trois sujets-là, effectivement, que moi, très très vite, j'ai fait mon coming out, hein, si j'ose dire, euh, en mobilisant tout le comité exécutif sur le fait que c'est bien sur ces trois enjeux-là qu'il fallait qu'on évolue, d'abord nous, en COMEX, pour être un peu des exemples, hein, pour le reste de l'entreprise, et puis pour assumer des changements importants de comportement que nos équipes allaient suivre, hein. Mmh. Bien sûr, plus tard, il y aura des formations sur les frameworks et la façon de les implémenter. Bien sûr, on a fait évoluer aussi les modèles d'organisation pour que tout ça, ça prenne corps. Mais bien avant ça, c'est au niveau du COMEX, que sur ces trois aspects-là, c'est-à-dire euh, la capacité à raisonner pour faire des choses simples et à prioriser par la valeur, euh, le fait de fonctionner en joint effort entre les équipes métiers et les équipes d'implémentation technologique et autres. Et enfin, le lâcher-prise, le fait de se dire, bah, il y a des talents dans l'entreprise, on va leur confier un mandat, une mission, des moyens, et c'est eux qui vont nous expliquer comment on va faire. Ça a été ces trois sujets-là sur lesquels j'ai commencé par faire évoluer le comité exécutif. OK, et donc du coup, quand tu, quand tu es orienté, pacte avec le DG dans ce moment de recrutement, Mm, ces éléments-là, tu les donnes, mais mm, est-ce que tu rentres dans des enjeux, dans des points plus précis ou est-ce que mm. tu restes un peu macro? Non, Par non, non. exemple, précis? Non, Ah non, beh, vas-y, dis-moi. j'ai été assez vite, assez spécifique parce que d'abord, justement, je voulais éviter le malentendu. Mais, Hein. bien sûr, ouais. Tu es assez vite dans des choses un peu conceptuelles. Quand tu dis, bon, voilà, faut lâcher prise, bah, c'est un peu du wish-fulfilling. Ça veut rien dire lâcher OK, prise. bah, il y a pas de problème, Hein. Lâcher prise, évidemment, ça veut dire, bah, je t'externalise mon problème, à toi de te débrouiller. Donc, je voulais pas qu'il y ait de malentendu. Non, non, j'étais assez vite très, très spécifique, dès le processus de recrutement d'ailleurs. Hein. Alors, il y a un format Ouais. qui s'y prête très bien chez HomeServe. D'ailleurs, je vous incite tous à instancier ce genre de choses. Tu l'apprécies en tant que Ah recruté et bah, oh, tu le bien fais en tant sûr. que recruteur? Il y a un format qui s'y prête très bien, qui nous amène à raisonner sur un cas, une étude de cas. Donc moi, j'ai pris avec gourmandise l'étude de cas, Ouais. qui consistait justement, bah, voilà, à globalement expliquer ma vision de la transformation d'entreprise sur un certain nombre de sujets, hein, dont le fait de s'ouvrir vers des filières un peu plus B2C, où j'étais très précis sur la façon dont je voyais effectivement les évolutions sur ces trois topics. Hein. Donc en pratique, euh, l'émergence justement de honneurs qui n'étaient pas des managers d'ailleurs dans l'entreprise, avec d'ailleurs un sujet qui est souvent d'ailleurs le plus complexe, hein, c'est-à-dire le fait d'expliquer la couche managériale, qu'elle aura un rôle différent. C'est pas qu'elle est hors sujet, c'est juste qu'elle ne doit pas interférer avec le rôle que vont prendre ces honneurs qui allaient porter les transformations. Donc j'ai été assez spécifique sur chacun des trois points. Le lâcher prise, la culture du make it simple et du MVP, alors, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre, hein, parce que ça peut donner l'impression qu'on ne fait pas le job en fait, jusqu'au bout. Euh, donc avec évidemment un niveau d'exigence qui est très élevé chez HomeServe, ce qui là aussi m'a permis quand même d'être assez rapidement dans le concret. Hein, voilà. On va apprendre à se satisfaire d'un certain nombre de choses qui sont imparfaites, parce que finalement, c'est probablement pas dans ces choses imparfaites que se joue la valeur qu'on crée pour nos clients et pour notre actionnaire. OK. Et si tu veux, ce qui est intéressant, et moi je vous encourage à tous à le faire, c'est quand tu es clair en amont, au moment où tu dis, bah moi je suis partant. Je suis partant, et moi ce que je vous propose comme contrat, c'est ça.
Quand tu arrives et que tu le fais, alors je te dis pas que tu as carte blanche, bien entendu, tu te rends compte et c'est normal. Mais t'es quand même, tu te sens fort et tu te sens Ouais. soutenu. Et ça, pour moi, c'était important aussi hein, dans mon processus de recrutement. Mon boss, je pense qu'il a bien compris ce que je lui proposais comme projet. À tout moment par la suite, il m'a soutenu. Hein, et y compris d'ailleurs dans certains moments où, en Comex, on n'était pas toujours d'accord hein, sur le lâcher prise, sur le fait que la logique MVP c'était OK, sur le fait qu'il fallait détacher et dédier des gens aux transformations. Hein. Homesure, c'était une boîte où le modèle c'était plutôt bon, bah voilà, over the top, on va demander aux gens de participer à des projets. Bon, toutes ces décisions finalement hein, qui viennent nourrir l'implémentation d'un modèle qui s'inspire des bonnes pratiques agiles. C'est bien entendu des décisions d'entreprise qui peuvent pas fonctionner si on n'est pas tous porteurs de ces ambitions-là. Bon, bah, on a été tous porteurs de ces ambitions-là parce que j'avais pu expliquer mon projet en amont et parce que j'ai été suivi et supporté pendant toute la phase d'exécution par mon boss. Ok. Et quand tu parles du coup des points précis, donc le cas d'usage montre concrètement là-dessus ce que tu aurais fait, etc. Mm. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'ils avaient eux saisi, par exemple, 10 points précis du type, OK, en tant qu'RH, on va devoir changer les contrats de travail pour que les gens puissent sortir de leur périmètre initial, parce que c'est ça aussi, enfin, il y a une Mm. dimension légale Mm. et de dire, ben, en fait, maintenant, là-dessus, est-ce qu'il y avait une question de ah ben du coup on va devoir augmenter les budgets de formation sur les 3 prochaines années parce qu'on change d'organisation. Mm. Est-ce qu'ils avaient compris que du coup il y allait avoir des roadmaps beaucoup plus courtes, que bien sûr on avait une orientation stratégique à l'année sur 3 ans, etc., mais des roadmaps beaucoup plus courtes de priorisation et que du coup ça veut dire des points de synchronisation plus. Est-ce que tu penses qu'ils Mm. avaient vu tu vois, les instances, le changement du contrat, c'est les points précis qui, en Alors, fait, opérationnellement, sont lourds ouais. à porter, quoi. Enfin, tu vas changer les contrats de travail, expliquer ça, c'est quand tu as le DRH qui sait qu'il doit le faire, Mm. elle sait que ça va être une mission d'une année bien chargée, quoi. Alors, intéressant. Je dirais oui et en partie. Oui, parce que je me souviens très bien que j'avais, si tu veux, un peu scénarisé finalement ce qui allait se passer dans les 3 mois, dans l'année, dans les 36 mois. Bon, et là aussi en étant assez spécifique finalement. Alors évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, c'est un peu une boule de cristal. Je connaissais pas bien l'entreprise, mais malgré ça, tu sais très bien qu'il y a effectivement un certain nombre de virages et une forme de courbe d'apprentissage qui est celle de l'entreprise. Donc ça m'a permis quand même d'être assez spécifique sur des choses dont je savais qu'elles seraient en rupture. Euh, c'est pour ça que je te dis plutôt oui. Et en partie seulement. Et en partie seulement bah, parce que, en vérité, c'est quand tu es en fonction et que tu es lancé avec les manches retroussées que tu peux, Bien sûr. pour le coup, vraiment engager les uns les autres sur des choses qui les concernent. Donc tu parles de la DRH. La DRH, on a commencé vraiment à se poser la question, bah, effectivement, d'identifier des nouveaux rôles, typiquement le PO, des nouveaux mandats, de mettre en place ces nouveaux modèles d'organisation avec des gens qui sont détachés, dédiés et donc déchargés par ailleurs, euh, d'aménager les contours d'une filière complète. Euh, Ça, on l'a fait une fois que j'ai été en fonction. Et Bien sûr. si tu veux, ce que moi je retiens aussi qui a bien fonctionné, euh, c'est que j'ai pas lâché du tout la grappe à l'ensemble du COMEX pendant toute cette période-là qui a duré pratiquement 2 ans. Euh, j'ai fait des séminaires d'une journée, de 2 journées avec eux au tout début, 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, pour m'assurer que chacun était bien conscient, non seulement de ce qui est en train de se passer, mais était moteur, était engagé, avait conscience de son rôle, et puis le jouait. Alors c'était évidemment, il y avait des nuances, hein, c'était à géométrie variable, il y avait des gens qui étaient plus ou moins Bien sûr. voilà, qui avaient du grip parce qu'ils avaient bien compris les enjeux et l'intérêt de ça, d'autres un petit peu plus en frein. Mais mon sentiment, c'est qu'on a toujours dégagé une force collective. Et on l'a fait, non seulement parce qu'il y a eu ce buy-in originel, mais aussi parce qu'en effet, ben, chacun était engagé sur une aventure un peu collective, dans laquelle chacun avait son propre rôle à jouer. C'était pas mon problème, si tu veux. Ça aussi, pour moi, ça c'est fondamental. À partir du moment où on se dit euh, que c'est le patron de la transfo et de l'IT qui s'occupe des projets, c'est déjà le début du commencement de l'échec. Ça peut pas être ça l'histoire. Tu peux être évidemment le moteur de ça. Moi, j'ai un peu l'ambition effectivement de prescrire finalement
tout un tas de solutions qui permettent à l'entreprise de se transformer de l'intérieur. Et à la fois, la transformation de l'entreprise, c'est d'abord celle des patrons métiers. Bon, bah, pour moi, ça c'est fondamental que très très vite, tout le monde le comprenne. Et à partir du moment où, bizarrement, toi, patron métier, t'es engagé, eh ben, les choses se passent très très bien. Ok. Est-ce que du coup, tu as dû, dans ce... Non, mais c'est très clair, du coup, ben voilà, bien sûr, t'avais pas pu tout checker, mais tu es quand même allé assez loin Mm. puisque tu as parlé de roadmap à 3 mois, enfin, Mm. un petit peu de comment ça pourrait se passer. Ils ont pu quand même comprendre et Mm. visualiser, et du coup, entre eux, j'imagine qu'ils ont dû parler, ok, on est d'accord avec ce que Frédéric nous propose Mm. là-dessus, est-ce qu'on est d'accord que bon. Est-ce que du coup, tu penses que dans les 2 ans qui ont suivi, donc ce que tu dis que tu as vraiment, tu as continué à être pushy en continu pour que tout le monde soit Mm. dans son rôle, le comprenne et soit moteur, parce qu'il y a toujours de la réticence, parce qu'il y a toujours des incompréhensions, ce qui est normal. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il y a eu, qu'à des moments de doute, il y a eu ce côté toujours un peu retour au péché originel qui nous a amené à ça, c'est-à-dire, enfin, pas au péché, mais plutôt à ce qui nous a fait recruter Frédéric, c'est-à-dire, je commence à être contre, ça commence à m'emmerder ce côté-là ou là, et là, en gros, ouais, mais attends, n'oublie pas qu'on fait ça parce que nos amis anglais ont perdu X millions de pounds parce que pour ce genre de comportement où on sait qu'à la fin ça marche pas. Est-ce que ce côté, ce psychodrame Mm. initial revenait comme attention, la raison pourquoi on fait ça, c'est ça, et en mode si la personne elle a du mal un peu à voir la valeur que ça crée parce que ça prend toujours du temps. Alors, comme je te disais, en réalité, je pense que la décision prise par le COMEX à l'époque de me confier un peu les clés de cette transformation-là, elle s'était fondée sur à la fois des raisons offensives et défensives. Euh, Ok. L'offensif a quand même bien tenu la route pendant toute la durée de la transformation chez nous. Ok. Ça veut dire que à aucun moment on a perdu l'étoile du Nord. Euh, le COMEX savait que notre ambition, notre volonté, c'était de, quelque part, simplifier nos processus et les orienter autour de nos clients. Et ça nous a servi de fil d'Ariane pendant tout le long de la transfo. Alors oui, tu as raison, quand il y avait des situations de crispation ou quand la nature revenait au galop avec parfois dans les étages un certain nombre de collaborateurs experts qui cherchaient à faire euh, de l'excellence du premier coup, à évidemment rechercher le fait comme avant, s'il te plaît, reproduis-moi toutes les règles de gestion qu'on avait avant, je ne les connais pas, mais je les veux quand même. Bref, ces réflexes très naturels, surtout dans une boîte qui était justement extrêmement mature. Euh, oui, je reconnais que j'ai utilisé le attention, c'est exactement ce qu'ont fait les Anglais, mais c'est vous, rappelez-vous, rappelez-vous. Mais assez peu finalement. Assez peu Ok. parce que ça a pris très vite. Euh, et puis surtout, je le redis, ça s'est bien passé parce que mon boss m'a toujours soutenu. Si les équipes ou si les membres du COMEX qui sont un peu plus en frein sentent qu'il y a la place pour un malentendu, sentent que tu n'es pas soutenu dans cette transition, Il s'engouffre. ils s'engouffrent, par Ouais. définition. Ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours été extrêmement soutenu. Euh, on a eu des discussions parfois un peu animées en COMEX. Hein. Moi, je défendais une position qui était de se dire que bah, non, c'était une opportunité de simplifier nos processus parce que simplifier, ça permettait de les automatiser. Là où d'autres auraient bien souhaité qu'on aille encore plus loin en termes de complexité, parce que évidemment la complexité rajoute du raffinement, et du raffinement, ça peut promettre aussi, en tout cas sur le papier, euh, bah oui, des choses encore plus riches, encore plus sympas pour des parcours toujours plus complexes. Donc il faut trancher dans ces cas-là. Il faut trancher. Un peu l'argument repoussoir du projet anglais qui avait capoté, mais beaucoup, ma conviction certes, mais surtout le soutien de mon boss, qui en permanence était là voilà, pour se faire le garant du fait que c'était le cap qu'on s'était donné et qu'on allait tous ensemble le porter dans les équipes, parce que en effet, c'est pas aux équipes de se demander quel est le framework en fait, tu vois. C'est bien à nous de leur donner, de leur impulser ce cadre. Et super intéressant, si du coup on fait le focus sur la relation DSI-DG. Ouais. Euh, Moi, malheureusement, ce que je vois, c'est que cette relation, en général, elle est assez cassée. Mm. Parce que pour plein de raisons autres, mais dans tous les cas, je vois rarement un DSI qui me dit que ça marche super bien avec son DG. Mm. Donc, c'est cool de l'entendre. Mm. Euh, Factuellement, toi, tu dis que tu aurais eu 0% de chance de réussir ce que tu as réussi avec l'équipe, avec le codir, etc., si le DG n'avait pas été à ce niveau-là d'investissement avec toi. Ah ben non seulement ça n'aurait pas fonctionné, mais je n'aurais pas rejoint l'entreprise.
Ouais. Moi, la première raison pour laquelle j'ai rejoint HomeServe, c'est parce que j'ai adoré ma rencontre avec mon boss. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie finalement de poursuivre l'échange. Et quand j'ai senti que non seulement il m'écoutait, mais qu'en plus il me comprenait et qu'il allait me soutenir, ce qu'il a fait d'ailleurs sur le terrain, hein, là je me suis dit qu'il y avait une aventure qui allait pouvoir se lancer et démarrer. Donc totalement, si j'avais pas été soutenu, non seulement ça se serait pas bien passé, mais ça aurait probablement échoué, alors que cette transformation, on l'a parfaitement réussi, hein. On a réussi non seulement à atteindre l'objectif métier, mais on l'a fait on time, on budget, ce qui est presque un accident dans la mesure où c'était pas d'ailleurs le principal driver de réussite de la transformation, hein. Le principal driver, c'était de générer la valeur qu'on attendait pour nos collaborateurs, en l'occurrence nos agents, et pour nos clients. Bon, mais non seulement on a atteint ça, mais on l'a fait on time, on budget. Pourquoi? Bah parce que tout le COMEX a joué le jeu, hein. Et donc quand il fallait effectivement prendre des décisions, bah on faisait pas 3 réunions pour caler un meeting, caler le préparatoire, un conseil, caler réunir un cercle, pour mobiliser des experts, qui allaient réfléchir aux recommandations d'une équipe qui était mandatée pour se poser des questions et faire valider ça après avoir revu 15 personnes. Tu vois, on a pris des décisions euh, très régulièrement, de manière Ça, c'est important ce que tu viens de dire ouais, sur le très régulièrement. Je pense que très c'est ça, régulièrement. c'est un point, et je veux juste que tu nous le précises. Aujourd'hui, Mmh. les gens ont tendance à valoriser la décision et la faire grosse tous les Ouais, 2 mois, versus plein de, alors le mot est pas petite ni gros, mais plein de décisions fréquentes ouais. qui permettent de réitérer. Ce Mais, point-là, il est clé. mais si tu veux, c'est même by design pour moi une des clés de succès de ce genre de framework. D'abord, la décision, elle se prenait au quotidien sans nous. C'est l'équipe qui prend des décisions. Bon, en revanche, c'est vrai que l'équipe, par moment, elle a besoin de vérifier qu'elle est en alignement stratégique avec ce que les execs, finalement, attendent de la transformation. Euh, bon, bah là, ça a bien fonctionné. Pourquoi? Bah, ça a bien fonctionné parce que dans ces moments-là, on n'attendait pas le prochain ordre du jour disponible avec un créneau de 10 minutes, préparation de slides et tout un tas d'éléments purement institutionnels. Non, pas du tout. Non, non, l'équipe, le product owner avait besoin d'un arbitrage. Soit cet arbitrage, on pouvait le faire, on le faisait en temps réel, soit c'était pas le cas. Je réunissais un COMEX exceptionnel dans la semaine où c'était traité, et chacun était dans son rôle, tu vois. Ça veut dire que personne ne s'offusquait du fait que ben, on passe en force dans les agendas. Tout le monde était conscient que quand tu mets quelques millions sur une transformation, par définition, ça devient le sujet critique du moment, et par définition, il faut être non seulement en situation de réactivité, mais il faut aider l'équipe. Tu vois, je parle, Bertrand en a parlé déjà, et là, je suis ravi qu'on puisse le faire. Euh, je parle de changement culturel quand je parle de transformation d'entreprise. Un des changements culturels, je trouve qu'on a très bien réussi, c'est faire comprendre aux membres du comité exécutif que chacun d'entre eux se met au service des équipes. Ça, c'est un point. Tu vois, le mot servir, des fois, je l'aime pas trop parce qu'il peut être très vite, tu sais, galvaudé, ou dans tous les cas, on peut être. Je pense qu'il y a une question de. Du coup, dans tous les cas, il y a une question de respect Mmh, des PO, des chefs de projet, des métiers envers la direction, et la direction envers eux, mmh, et que du coup, tout le monde a les droits et les devoirs, notamment sur la qualité et la rapidité et la mmh, constance des arbitrages. mmh, Chose qui, aujourd'hui, est souvent inexistant, puisque mmh. tu regarderas, enfin, c'est un truc bête. Nous, sur RSAS, on a créé l'objet décision avec le Kanban des décisions, la capacité de trancher, d'avoir l'historique. En fait, c'est dans aucun outil. Parce que quoi? Parce que les décideurs, en fait, ils préfèrent aller pinailler sur les tâches des chefs de projet. Et les chefs de projet n'ont aucune capacité de leur montrer des arbitrages à faire ou qui ont été faits, et d'être transparents. Et ça, je trouve que tu vois, on parle souvent de silo Mmh. de business unit, mais il y a le silo de la verticalité qui est aussi très très présent, Bien sûr. et qui aujourd'hui, je pense, est un des plus gros freins. C'est ce que Mmh. je pense, dit par rapport au changement culturel, puisque Ben nous, c'est ça quelque veut chose dire qu'on qu'il y a a des droits et des réussi devoirs. à absolument, c'est quelque chose qu'on a réussi à déverrouiller, encore une fois, parce que ce changement de posture commence par en haut. Alors je dis commence. Non, En ouais, réalité, c'est une gaussienne, tu vois, c'est-à-dire les équipes, en général, elles bien tirent sûr, un bien petit peu sûr. ce truc-là, et puis à un moment donné, il faut que les execs s'en saisissent. Bon, bah, nous, on s'en est saisis. Euh, pour moi, si tu veux, ça s'appuie aussi sur quelque chose, c'est plus qu'une valeur, presque c'est un principe exécutable, c'est la transparence. Tu peux faire prendre par un COMEX des décisions rapides, éclairées, et du coup utiles pour une transformation d'entreprise, si et seulement si, c'est pas un coup de théâtre. Donc, dit autrement, euh, la transparence, le niveau de transparence était extrêmement élevé pendant toute la transfo. Donc, il y a eu des problèmes, il y a des choses qu'on a ratées,
Et c'était OK, en fait. Et ça a été remonté à tout moment. Alors évidemment, mise en perspective, évidemment, il y a comme un certain nombre de choses qu'on a pu faire traiter au niveau de l'équipe directement, hein. Il n'était pas question non plus de devenir une chambre, d'enregistrement de tous les faits et incidents d'une transformation qui a concerné des dizaines de personnes pendant plus de 2 ans. Mais chaque événement un peu significatif, bah, était, partagé finalement avec, l'ensemble du COMEX. Ce qui fait que quand tu es acteur, bah, c'est la théorie de la poule et du cochon, hein. Quand tu es cochon, tu es là pour aider. Tu es pas là pour juger, tu es pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Bon, bah, moi je suis très fier du fait que notre COMEX a été cochon, hein. On a été, acteur pendant l'ensemble de la transformation. On n'était pas là simplement à dire, bah, ouais, bravo, ça c'est top, ça par contre qu'est-ce que vous avez foutu, c'est quoi ce bazar? Non, 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 pas du tout. On a été acteur parce que comme on était très régulièrement nourri par les équipes sur ce qui se passait, sur les difficultés rencontrées, sur les challenges et les arbitrages requis, bah, t'es dans la mêlée. Tu es dans la mêlée, dans ton rôle, mais tu es dans la mêlée. Non, mais ok, clairement. Le côté culturel, tu l'as dit. euh, Est-ce que tu crois pas que si le DG, alors il y a la relation DG-DSI, que si t'es pas un binôme réel sur ce genre de sujet, c'est une mission suicide. Tu vois, il y a une vraie question de est-ce que en tant que DSI, je prends mon rôle, ce Mm, que tu dis toi, hein, s'il n'y a pas ce pacte-là, parce que sinon, en gros, t'es entre le marteau et l'enclume, mm, quoi. On te demande de faire toujours plus, mm, sans modifier les façons de faire, sans implication. mm, C'est mission impossible. C'est, mm, je pense, une des raisons aussi pour lesquelles les DSI se barrent ou se font virer tous les mm, 3 ans. mm, C'est qu'il y a une équation impossible, puisque l'OS interne en fait, moi je le vois comme ça, tu as de plus en plus de plans stratégiques, hein, parce que il faut les financer, donc ça veut dire qu'à un moment donné il faut les packager, et donc du coup on les finance avec de la banque, etc. Et c'est le rôle du DG, notamment d'aller vendre ça aux banquiers, ce qui est quand même une des façons, 99% des boîtes font ça. Ce plan stratégique se décompose en grands axes avec des projets, sauf que du coup ce qu'on s'aperçoit, c'est que le scénario voulu ne se réalise pas. mm, Et il ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que l'OS interne de la boîte, il est cassé. mm. Il n'est pas assez performant pour pouvoir faire réaliser ce truc. Et donc, du coup, à mon sens, c'est là où le DG change de DSI en continuant en disant: Mm. ah, mais c'est le DSI qui est pourri, il a fait le truc, il nous a fait cramer de la thune sur le RP, ok. Enfin, sûrement qu'il y a des gens ou des choses qui se passent comme ça, mais au final, c'est quoi? C'est qu'il y a un changement culturel plus Mm. profond pour casser des silos entre BU, de verticalisation, de façon de faire, pour réduire les erreurs de plan à 5 ans, à 6 ans et faire des plus petites erreurs en continu, mais aligner les équipes. Mm. Et là, du coup, ça veut dire que tu as le DSI qui rentre en poste, qui arrive à dire, pour que ton plan soit fait, il faut améliorer nos conditions de travail, notre OS interne. Et ça, c'est un travail de longue haleine où on doit être binôme. Ça, c'est Ouais. ce que toi, tu as dit. Mais toi, est-ce que tu penses que cet engagement culturel-là, du DG, c'est très lié aussi à ce côté, euh, si tu veux, parce que tu as dit offensif, tu vois, Mm. si tu veux aller sur ces plans stratégiques-là, Mm. c'est-à-dire changer un peu quand même le braquet de ce que tu veux faire, Mm. euh, notre culture doit changer. Ouais. C'est ça que tu as dit. Mais si tu veux d'ailleurs, enfin presque symboliquement, moi mon job chez Microsoft, c'est pas DSI. Moi je suis en charge de la transfo de l'orga et DSI. Bon, ça veut dire déjà que mon boss avait conscientisé le fait que ces métiers-là sont non seulement liés, mais se portent l'un l'autre. Tu ne peux pas mettre en place des systèmes si c'est juste des systèmes. Tu ne peux pas prétendre digitaliser l'entreprise si juste tu embauches des développeurs pour faire des sites web. C'est des logiques de parcours, c'est des logiques qui évidemment viennent bouleverser et changer le logiciel interne de l'entreprise. Ce qui n'était pas évident, c'est que tu as raison. C'est pas si fréquent que ça, hein, les présidents et les DG qui percutent sur ce genre de mécanisme. C'est la chance que j'ai eue chez Observe. C'est ce qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui, et moi j'en suis assez fier, hein, on est en train de bien réussir notre transformation sur toute la profondeur de l'entreprise, hein. Je ne parle pas que des systèmes, pas du tout, hein. On est en train de réinventer nos métiers, on est en train de réinventer nos produits, on est en train de simplifier nos processus, et on est en train de créer plus de valeur pour nos clients. Et donc, finalement, c'est peut-être ça d'ailleurs qu'il faut retenir. C'est une conviction forte de mon patron et bien entendu que je porte auprès des équipes, mais c'est plus que ça, c'est un truc qui marche. Parce qu'à la fin de la journée,
Heu, Même si ton boss, il est convaincu, ce qui finit de le convaincre, c'est quand ça délivre. Bien sûr. Quand tes projets, ils sortent, quand tes projets, ils portent leurs fruits et quand ils te permettent d'atteindre à peu près les objectifs que tu avais émis comme étant l'étoile polaire de tes transfos au moment de sortir tes investissements, bah, je veux dire, c'est plus qu'une conviction, c'est des preuves, hein. Donc, il y a une forme de pragmatisme en réalité, tu vois? Ça peut paraître un peu romantique, hein, de se dire: «Bah, il faut que le Non, non, boss, il non. comprenne, il faut que le boss, il achète, après il faut qu'il te fasse confiance». Oui, il y a une forme de bien sûr, il y a une forme de confiance là-dedans, mais il y a surtout un pragmatisme qui est, bah, que ça marche, bêtement, ça marche. Clairement. Mais du coup, si on se fait un peu, tu vois, le côté pourquoi aujourd'hui ça s'est cassé en fait? Pourquoi tu penses, enfin, c'est quoi ton avis, tu vois, parce que tu parles avec d'autres DG, avec d'autres Ouais. DSI, moi aussi, il y a quand même une question aujourd'hui de pourquoi le DG Mmh. ne sait pas, n'a pas, enfin, la majorité des DG n'ont pas pris à cœur et dans leurs prérogatives principales l'amélioration de l'OS interne de la boîte Mmh. et donc du coup que ça passe par du temps, de l'énergie et Mmh. une relation avec un DSI de qualité. Pourquoi tu penses que ce n'est pas le cas? Je pense qu'il y a évidemment, c'est multifactoriel. D'abord, je pense que la situation change, hein. Moi, je le vois année après année, c'est en train d'évoluer. Pour autant, il y a plusieurs choses qui viennent, évidemment, nourrir ce que tu viens de décrire. Peut-être la première des choses, c'est que historiquement, l'état-major des entreprises est pas très, keen on technology, tu vois? Historiquement, l'IT, c'est le truc, qu'on fait dans la soute, hein. Voilà, c'est un centre de coûts, on va leur filer, de quoi faire joujou parce qu'il faut bien que les collaborateurs ils aient des ordinateurs, mais ça dépasse pas, c'est pas quelque chose qui est stratégiquement important dans plein d'entreprises, encore aujourd'hui. D'ailleurs, ça se voit, hein, ça se voit sous une forme, très simple, c'est qu'il y a encore de nombreuses entreprises où le DSI n'est pas, exec, tu De vois? plus en plus, il y est, mais du coup, quand tu lui poses la question de sa relation au DG, et cetera, on Mmh. est sur des trucs, ça a pas en fait, c'est il y est, mais ça a pas changé Mmh. foncièrement le pacte qu'il a avec lui. C'est Voilà. juste que maintenant, il dépend pas du DAF et donc du coup, il y a des comment dire? Il peut parler en code mais il y a pas eu le changement culturel porté. Mmh, c'est ça, donc tu vois, je pense que cette situation-là, ces plaques bougent, maintenant elles existent. Historiquement, l'IT, c'est pas un sujet considéré ou qui a pas toujours été considéré comme étant stratégiquement offensif justement, voilà. Heu, D'accord. Beaucoup un centre de coûts, ça c'est un premier facteur. Il y a un deuxième facteur là, heu, je pense qui concerne très directement, ma corporation, hein, mes chers confrères. Heu, Notre positionnement stratégique est pas toujours très bon. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de DSI qui ne se positionnent pas en prescripteurs de transformation, qui se positionnent en prescripteurs de solutions, ce qui est déjà très noble, hein. Mais moi, pour moi, il faut prendre la chose de façon plus holistique. La question, c'est pas qu'est-ce que je fais comme projet pour mettre en place un nouveau système, c'est plutôt comment j'aide mon entreprise à aller chercher telle nouvelle cible, à développer telle nouvelle offre, à simplifier ses processus, à gagner en efficience et à contribuer en pratique très souvent à l'augmentation du profil d'entreprise ou à l'élargissement de la base client, enfin tout un tas d'objectifs qui sont très métiers. Euh, à nous de prendre le pouvoir, si j'ose dire, à nous de montrer qu'on peut être effectivement supportif du développement de l'entreprise, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a évidemment il y a plein d'autres facteurs, mais Ah, basiquement, pour moi, les deux jambes du bonhomme, c'est un manque de culture de ce que la tech peut apporter dans une entreprise, dans plein d'entreprises encore en France, et puis le positionnement stratégique du CIO qui est pas toujours, voilà, qui est pas toujours celui qui va changer la donne. Pour moi, il faut montrer, il faut prendre le pouvoir. Voilà. Il faut montrer qu'on peut apporter des choses. prendre le pouvoir sur l'enjeu organisationnel. Ouais, et puis sur la façon de conduire les transformations de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense, le mot transfo, d'ailleurs, tu le disais, ça fait partie des mots un peu galvaudés. Voilà, ça fait noble en cocktail de se partager ça. On se parle de transfo, de transfo, de transfo. Je veux dire, il faut le tirer, ce mot, pour comprendre ce que ça tire, Oui, justement. Et ce que ça tire, bah, c'est des mindsets, c'est une culture, c'est une façon de travailler. Et puis, bien entendu, hein, c'est tout un tas d'enablers beaucoup technologiques qui peuvent te permettre de réinventer ton business. Bon, clairement. bah, quand tu te dis ça, effectivement, je pense qu'il faut qu'on ait l'ambition d'apporter ça aux entreprises, nous, les CIO. Moi, je parle de maintenant de OS interne. Tu vois, il y a une préoccupation de créer le meilleur OS interne pour pouvoir créer de la valeur. Mm.
Et donc, du coup, bah, l'OS interne, tu vois, ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est parce qu'en fait, le mot agilité, c'est le contraire du cycle en V. Mmh. Enfin, tu vois, Mmh. ça apporte, même si à la base, c'est un manifeste de valeur qui Mmh. est tu vois, simple au final et puissant, il a été très précis, on le confond avec les méthodes agiles Mmh. qui vont, tu vois, par exemple, là, on n'a jamais parlé de Scrum, on n'a jamais Mmh. parlé on n'a pas parlé de tout ça. Après, il y a des déclinaisons opérationnelles dans les Mmh. équipes qui peuvent être X, Y, Z. Mmh. En fait, on s'en fout un peu à date parce que l'enjeu, là, on est au début de c'est quoi l'OS interne qu'on Mmh. veut porter. Mmh. Et je pense que du coup, de ce que tu dis, tu as l'OS interne qui est lié à la culture et à des changements très pragmatiques sur la façon dont l'organisation se co-construit. Mmh. On est OK. C'est porté par, si le DG n'est pas le supporter number one Mmh. et que la relation avec le DSI n'est pas 100% clean, ça ne peut pas fonctionner. C'est trop lourd Mmh. à porter. Mmh. Ça fait partie du pacte à la prise de poste parce que, en fait, sans ça, toi, tu as pieds et mains liés Mmh. sur on va te donner toujours plus de choses à faire, mais tu ne pourras pas améliorer les conditions de faire parce qu'elles ne sont pas que liées. Mmh. Aussi, c'est un point important, ça. C'est qu'en fait, elles ne sont pas que liées que dans tes équipes. Parce que si c'était que dans tes équipes en mode RH, à la limite, tu es manager, tu gères le truc. C'est qu'en fait, tu es avec toutes les autres équipes où Mmh. là, du coup, c'est au niveau numéro one. Et après, le dernier point de ce que tu dis, c'est que je trouve intéressant, c'est que en fait, tout ça, ça va être quand même pour créer de la valeur. Et donc, du coup, à un moment donné, on verra si le plan qui était initial de valeur créée, on l'a ou on l'a pas. En général, les plans, c'est 3 ans, allez, 5 certains. Mmh. Mais donc, du coup, c'est quand même assez rigolo que la moyenne des DSI se barre au bout de 3 ans. Tu vois. Donc, peut-être que aussi, on a déjà la preuve que l'OS interne, il est pas adapté si à tous les plans, tu as un nouveau DSI. Mmh. Ça peut être. Tu vois, cette notion de valeur, pour moi, elle est fondamentale, non seulement parce qu'elle permet de piloter la performance de l'entreprise et donc celle de tes investissements, mais aussi parce elle te permet de garantir ton alignement entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui doit se passer. Pourquoi? Bah parce que cette notion, elle existe à toutes les échelles de l'entreprise, à tous les niveaux. Donc, c'est quoi la valeur qu'on veut dans notre schéma à 3 ans ou à 5 ans? Ça, c'est quelque chose qui se décide, qui se valide en COMEX, ça se décline sous forme de budget, budget d'investissement, budget de revenus. Euh, Bien entendu que c'est quelque chose, évidemment, qui est fondamental dans le pacte de performance de l'entreprise. L'intérêt de ça, et le bon goût que ça a, c'est que tu peux le confier sous forme, là aussi, d'objectifs hyper rationnels, confiés au honneur de tes transfos. Et donc après, tu es très en capacité de savoir si tu es en ligne, en dérive, en surpromesse, en sous-performance, et donc de prendre des bonnes décisions, parce qu'il y a pas de sas entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe Bien sur le sûr. terrain. Donc en termes y compris d'alignement stratégique de l'entreprise, euh, raisonné par la valeur, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement sain. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle ce genre de transformation, bien expliquée, bien accompagnée, ça fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de plus fédérateur que la valeur que tu génères auprès des Bien sûr. clients et auprès de l'actionnaire. Tout le monde le comprend, ça. Que tu sois business ou que tu sois sur des fonctions corpo, je veux dire, c'est un baromètre qui parle à tout le monde. Hein. C'est pas si simple que ça à faire, parce qu'il faut que, justement, ce pilotage par la valeur euh, devienne l'alpha et l'oméga des prises de décision d'entreprise. Bien souvent, les entreprises raisonnent output. Je fais des trucs, je fais des tâches. Là, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut basculer dans un mode outcome. Je délivre des impacts. Alors, ça peut évidemment perturber pas mal de gens qui ont l'habitude d'avoir une fiche de poste où le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi, je fais ça, et je perds presque même le sens de ce que ça génère comme valeur pour leur entreprise au titre de ces performances qu'on veut atteindre. Mais c'est des bonnes questions, c'est des bons C'est des bonnes problèmes. questions. C'est des bons problèmes parce que ça te permet effectivement de re-questionner tout un tas de processus qui existent depuis toujours, dont tu sais même plus en fait ils sont vraiment utiles. Parce que si tu ne sais pas traduire ces métiers-là en te posant la question de comment ils contribuent finalement à atteindre la valeur que tu essaies de générer, alors peut-être qu'ils n'ont plus de sens. Et donc ça t'amène Clairement. effectivement à revoir beaucoup de choses de manière très positive et à faire en sorte que finalement tout le monde se concentre, s'aligne, et ce que toutes les énergies s'orientent vers les mêmes objectifs. Et ça, c'est fondamental. Parce que les silos naissent de là, finalement. Et je pense qu'ils naissent de pas mal d'endroits du coup. Parce que ça reste
une peur de la transparence, ça peut venir Mmh, d'un périmètre de pouvoir, mmh, ça peut venir aussi d'un spectre où tu penses que tu peux fonctionner comme ça. Tu vois, en mode, chacun est dans sa team, c'est quand même plaisant quand tu es number one d'une team de se dire bah, j'ai mon précaré, je fais mon truc et de temps en temps je connais des comptes à rendre. Je pense qu'il y a un autre point et on va finir sur ça. J'aimerais bien que et s'il y a déjà un point qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais qu'on aborde avant de finir, mais avant ça, j'aimerais savoir ton avis sur, tu sais, tu disais, tu as dit à un moment donné, on a déployé le plan en time et en budget. Ça reste une vraie question aussi mmh, sur ce genre de transformation, c'est-à-dire qu'on change la relation au temps et au budget dans le sens où les périmètres fonctionnels, on accepte qu'ils vont changer en mmh, continu parce que mmh, croire qu'ils ne changent pas, c'est là où il y a des dérives budgétaires mmh, et de temps. Et que donc, du coup, la question de la target, elle est plus liée sur le fonctionnel, mais sur l'outcome, comme tu as dit. mmh, C'est-à-dire, en fait, on s'en fout que le produit soit exactement comme ça, si le résultat est le même mmh, là-dessus. mmh. Toi, comment tu as réussi un peu à questionner, à changer, même dans l'expression du plan, pour pas que puisse être déceptif à 3 ans si vous arrivez à avoir l'outcome désiré? Bah, en fait, si tu veux, je te dirais que le processus a été, sur ce sujet comme sur les autres, un peu le même. Moi, dès le départ, j'ai précisé ce changement culturel, au moment où on m'a recruté. J'ai expliqué, voilà, bon, je moi, je rendrai pas compte d'un Gantt pour savoir si on est, on time ou pas. Non, je rendrai compte du quoi quand. Ça oui. Hem, dans les séminaires que j'ai animés en Comex pour que chacun comprenne, son rôle, ce qui allait se passer, ce que je savais, ce que je ne savais pas, rebelote, hein. Quand on me demandait parce qu'évidemment la question qui arrive toujours, et ce challenge qui d'ailleurs met en difficulté souvent les DSI, c'est: «OK, c'est quoi le planning?» Bon, bah, je me faisais un malin plaisir de dire: «Je ne sais pas». Ce qui était d'ailleurs une petite révolution parce qu'entendre un exec dire: «Je ne sais pas», c'était pas du tout la culture d'Observe, hein. Chez Observe, les execs savaient tout. Donc moi je surjouais le «je ne sais pas» et après je le commentais. Je ne sais pas parce que c'est pas tant le timing en fait qui compte. Ce qui compte dans ce modèle, c'est que de toute façon, on va s'entendre et on va nourrir les équipes de cette ambition de nourrir, pardon, de produire le plus de valeur possible, le plus vite possible. Et donc, fort de ça, une fois qu'on aura atteint notre périmètre minimum de démarrage, ça nous appartiendra de décider si on veut continuer, remettre une pièce dans le jukebox ou pas. Est-ce que la valeur incrémentale induit qu'on prolonge ou pas l'investissement? Donc, tu, c'est par ces biais, si tu veux, euh, que presque moi, à titre personnel, en fait, je permettais à chacun des membres du COMEX de comprendre que c'était pas des concepts, ces choses-là. C'était bien des décisions qui allaient nous amener au quotidien à lâcher prise. Je donne un exemple très précis et que je pense tous les CIO connaissent. Euh, il y a deux choses qu'on te demande très très vite de produire quand tu fais une transformation. Le planning, alors bien sûr le planning et le budget, le planning disons, et le scénario de déploiement. Bon. Alors, évidemment, il n'y a rien de plus incertain qu'un planning, un scénario de déploiement. Bon, bah, moi j'ai passé beaucoup de temps. Je pense que les 3 premiers mois où j'étais là, j'ai passé 3 mois à expliquer à tout le monde que le scénario de déploiement, euh, de toute façon, ce serait une vue de l'esprit que de croire et de prétendre que je pourrais leur en présenter un, parce que par définition, on savait où on allait arriver, mais les différentes étapes pour y arriver allaient se construire mois après mois, trimestre après trimestre, et que c'était OK. Bon, bah, c'est pas juste une phrase, évidemment. Tu comprends bien que passer d'un modèle micro-scénarisé où on donnait l'impression, où historiquement les chefs de projet donnaient l'impression qu'on pouvait maîtriser tout ce qui allait se passer, à un modèle où on explique, bah, j'en sais rien, et c'est OK, c'est un peu brutal d'une certaine manière. Et ça n'a pas toujours été très simple. Mais je pense qu'assumer le je ne sais pas est une bonne façon. Alors bien entendu, faut pas le laisser nu, hein, Bien il sûr. faut lui donner du sens à ce je ne sais pas. Mais il faut l'assumer, parce que il faut pas, je pense que les demi-décisions, c'est toujours des gros problèmes. Il ne faut pas rester dans l'illusion que l'aléa peut être discipliné. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Pendant notre projet, on a eu le Covid. Bon, bah, c'était pas vraiment prévisible dans le scénario, le Covid. Bah, on a très bien pu gérer. Pendant notre projet, on a décidé de se lancer en Belgique. C'était pas du tout prévu qu'on se lance en Belgique. Bon, bah, tu sais quoi, le lancement en Belgique, ça nous a coûté 1 mois de décalage du projet. Pourquoi? Parce qu'on a très bien pu l'insérer dans nos nouvelles priorités et ça a été un non-sujet finalement.
Ok, super intéressant. Est-ce que tu as un dernier point que tu veux partager avec nous sur lequel on n'a pas abordé ou qu'on n'a pas précisé? On arrive à la fin là. Non, moi, ce que je crois simplement, c'est euh, il faut vraiment prendre les sujets transformationnels, bien sûr, par l'angle de l'agilité, parce que je pense qu'en termes de modèle d'exécution, c'est le bon, mais surtout comme étant des sujets qui relient les métiers technologiques et les métiers business. Finalement, le cœur des valeurs de l'agilité qui sont sous-jacentes, c'est ça. Hein. C'est pas il y a les tech et les non-tech qui sont chacun dans un silo et qui se regardent en cherchant le coupable, surtout pas. C'est plutôt one team. One team, mais tu as de cross BU, on va Yes. dire, mais tu as aussi vraiment aussi dans la verticalité de la Mm. société. Absolument. Parce que c'est ce que tu disais juste avant sur le Mm. fait, sur la partie des décisions. Mm. Je pense que souvent, toi, tu le vis au quotidien, donc mais je pense que les DSI ou la presse, globalement, la littérature parle beaucoup de business partner, etc. Ça, du coup, tu vois, les gens en parlent. Mm. Ce qu'on voit moins, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire le rôle du COMEX des exemples, mais aussi dans sa qualité de décision Mm. et la constance de ces arbitrages qui est souvent moins communiqué. Bon, super, Frédéric. Mais écoute, merci pour tout, c'était super intéressant. Avec plaisir, Je Martin. pense que si les gens veulent te contacter, que ce soit des DG, j'ai un DG de Lyon, je pense que je te mettrai en relation. Mais pas pour que tu parles dans le cerf remis, mais plus pour, je pense que ça peut le nourrir. Mais ils peuvent te contacter sur LinkedIn, par email, ouais. Avec Très bon plaisir, DG, bien sûr. super. Ça peut être super intéressant. Bon, mais merci pour tout, Frédéric. Merci Bertrand, bonne journée à tous. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur deux, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn où vous verrez les événements passer, soit vous allez sur ersas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Merci à tous.